Alors, me revoilà, avec une nouvelle petite salve de partage ou de questions par rapport à ce que vous venez d'entendre, qu'on va prendre maintenant, et ensuite on va rentrer dans une conversation avec les différents intervenants de ce soir. Donc, essayez d'être bref, même si je sais que c'est difficile, pour qu'on puisse en prendre quelques-unes. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la COP21. Qu'attendez-vous concrètement de la part des politiciens autour de ce grand événement politique, diplomatique? Quelles sont les choses concrètes que vous souhaiteriez entendre de la part des politiciens? Merci. Allez-y, oui. Bon. Moi, je voudrais bien savoir comment, poliment et gentiment, convertir ma famille, parce qu'ils sont pas du tout écolos, et c'est très frustrant tous les jours de les voir tous les déchets et toute la viande, genre 3 fois par jour, c'est beaucoup trop. Et oui, je veux pas les insulter, mais je le fais tout le temps, sans faire exprès. Et ouais, je veux juste savoir comment vous avez réussi à régler ce problème. Ouais, okay. Si vous l'avez réglé. Parce qu'on dit toujours que c'est dans sa famille que c'est le plus compliqué. Je ne sais pas si je peux vraiment traverser par là-bas. Donc on est toujours entre le politique et le personnel, un petit peu. Allez-y. Bonsoir. Alors moi, ce serait comment arriver à 0 déchet, justement, pour protéger les océans. Ah oui, et puis pas que les océans, d'ailleurs. Alors, 0 déchet. Ouais, il y a quelqu'un par là? Allez-y. Merci. Moi, c'était une question sur l'appel à la démocratie tout à l'heure. Et ça ne marche pas. Voilà, on est extrêmement minoritaire. Donc, j'aurais trouvé intéressant un débat entre ce retour à la démocratie et le côté éco-warrior. Voilà, qu'est-ce qui est compatible? Quelle est la voie? Comment on va y arriver? Comment passer de ça marche pas à ça marche? Alors, je fais un petit tour de l'autre côté. On va en prendre aussi 3 ou 4. Allez-y. Oui, merci. C'est une question très concrète parce qu'on s'est déjà réunis au sujet de créer une monnaie locale et à savoir qui imprime. Voilà, comment ça se reproduit. Un bon imprimeur, quoi. Est-ce que c'est vraiment de la fausse monnaie ou pas? Alors, d'ailleurs, quand les gens voient le film, demain, en général, ils disent... Tu sais, il y a ce moment avec cet Anglais qui fait le faux monnayeur, qui fait de la fausse monnaie. Et il parle de toi, en fait. Moi, c'était une question pour Emmanuel. Je me demandais comment ça pouvait être viable à long terme, le fait de replanter des arbres, puisque un arbre, ça met longtemps à pousser. Et finalement, quand on le coupe, même si on en replante 1, 10 ou 20, il va mettre beaucoup de temps. Et donc, voilà. Savoir à long terme comment c'était viable. Merci beaucoup. Allez, une petite dernière. Allez-y. Bonsoir. Vous êtes tous des David contre Goliath. Vous êtes motivés par quelque chose de très profond. Néanmoins, j'imagine que vous avez des coups de mou, des moments où vous êtes découragés, notamment quand il y a des nouvelles très mauvaises qui tombent, comme la reprise de la pêche de la baleine ou la catastrophe minière au Brésil ou ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous remotive et comment vous réussissez à repartir? Merci. J'aime beaucoup cette question et je suis désolé de t'avoir vous voyez, parce qu'en fait je te connais. Heureusement que je fais des blagues parce que c'est un peu long ces escaliers quand même. Hein. Allez, dernière. Comment faire le lien entre la nature et soi? Déjà, entre l'individu, soi-même, on a du mal à concevoir que l'autre, en le protégeant, je me protège, et en faisant pas attention, comment introduire que la nature, elle est dans notre mental de chacun de nous, comme une continuité de nous-mêmes. Parce que je me vois par expérience, lorsque je rencontre quelqu'un et j'arrive pas à le resituer dans ma mémoire, dès que je me souviens du lieu et du temps, comme si notre être, dans sa continuité, il ne s'arrête pas à l'extrémité de ses membres. Et on est complètement perdu. Et dès que je retrouve le lieu, et le lieu et le temps, ma mémoire le retrouve et je me retrouve. Comment faire ce travail-là? Merci beaucoup. Alors, voilà. C'est une question difficile. Alors,
Alors, qui voudrait commencer? L'idée est d'avoir une... Alors, Emmanuel va commencer. L'idée est d'avoir une conversation sur tous ces sujets-là. On voit bien que cette conversation implique beaucoup de sujets, qu'elle implique notre relation aux autres, qu'elle implique notre relation à notre famille, qu'elle implique notre façon de nous impliquer dans la politique, qu'elle implique le fait qu'on a des moments de découragement. Donc, par rapport à tout ce que vous avez entendu, Lionel a noté un petit peu, et donc il nous rappellera aussi si on est vraiment complètement à côté des questions. Mais voilà, je vous propose de réagir de façon libre et qu'on entame cette discussion qui va durer à peu près 40 minutes. Donc moi, je n'ai pas de réponse à tout. Je me suis forgé des convictions et j'ai beaucoup travaillé avec mes 122 collègues sur deux aspects qui ont été évoqués. Il y a la question des arbres et la question du zéro déchet. Et le zéro déchet, et comment c'est reproductible par les individus. Le zéro déchet, nous, on l'a obtenu chez nous. C'est pas qu'on ne fait pas du déchet, c'est que tout ce qui devient déchet est en fait une ressource, de nouveau. Parce qu'on a travaillé depuis 20 ans, avec notamment maintenant des outils qui sont les analyses du cycle de vie, pour remonter sur la recette d'origine du produit qu'on utilise, pour en extraire, en retirer définitivement toute toxicité. De sorte que toutes les matières qu'on utilise sont tellement dénuées de toxiques que même quand elles sont un déchet, elles redeviennent utilisables comme une ressource. Et donc, il y a plein d'objets dont on n'a pas besoin, il y a plein de produits dont on n'a pas besoin, mais quand on en a vraiment besoin, il faut se mettre au travail pour faire que, par notamment l'analyse du cycle de vie, on aille voir comment le produit, dans la fin de sa vie, sera réutilisé. Et donc chez nous, chez Pocheco, il y a 0% de déchets, c'est-à-dire qu'on n'enfouit rien, on réutilise. Et ça rejoint aussi la question sur la forêt, c'est que à partir du moment où vous travaillez sur une matière d'origine naturelle et que vous ne la transformez pas, par exemple quand on a reconstruit le bâtiment après l'incendie, on a choisi de couvrir ce bâtiment on a choisi du mélèze qui vient du Massif central et des Hautes-Alpes. Et donc ce mélèze, on l'a choisi parce que c'est un bois imputrescible et qui est très peu sensible aux attaques. Donc j'ai pas eu besoin de bêtes. Et j'ai pas eu besoin de mettre des produits dessus, et donc avec des composés organiques volatiles et tout ça. Les seuls composés organiques volatiles qui s'échappent du mélèze, ils sont naturels, c'est avec la résine et ça s'en va. Donc la forêt qui est replantée, si j'ai compris la question, c'est en fait le fait que la forêt soit entretenue, à condition que ce soit fait dans le respect de la biodiversité des espèces, le fait de replanter 300 000 arbres par an par notre activité et d'en couper 60 000, ça participe au cycle de la forêt, à condition que ce ne soit pas des eucalyptus qui viennent remplacer une forêt primaire. Et en Finlande, 95% du territoire est couvert par la forêt et toute notre ressource vient de là-bas. Donc en réalité, on contribue au développement de la forêt en surface en Europe, qui d'ailleurs se développe. Et dans ces conditions-là, c'est favorable. Ce que je comprenais aussi de la question, c'est est-ce que ça va assez vite? C'est-à-dire qu'on coupe des arbres et il faut le temps qu'ils repoussent. Et donc si on coupe trop d'arbres et si on est dans un prélèvement trop important de la ressource, peut-être que ce qu'on plante n'a pas le temps de repousser. Non. Comme on fait 4 plantations pour une coupe, ce sont des coupes d'éclaircie, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui restent en place et c'est autour qu'on va éclaircir, c'est-à-dire que c'est des arbres qui, de toute façon, n'auraient pas poussé, en Finlande en tout cas, c'est pas une forêt vierge, donc ça n'aurait pas poussé d'une manière... ils seraient restés petits, si tu veux. Et donc on les coupe et on fait une coupe d'éclaircie et on laisse quelques sujets qui deviennent plus grands. Et le fait de replanter 4 quand on coupe 1, ça fait que la forêt s'étend en surface et qu'elle se renouvelle. On a dit après la grande tempête qui avait réduit la forêt du château de Versailles à néant que c'était à la fois dramatique et en même temps le cycle naturel, c'est-à-dire qu'on a replanté derrière et donc c'est une forêt plus jeune, rénovée, enfin renouvelée, qui repousse. Donc non, il n'y a pas de sujet négatif. Par contre, dans l'ordinateur ou dans le téléphone portable, les ressources minières, les ressources fossiles, les ressources fissibles, tout ce qui est ressources qui est en dessous de la Terre, dans la lithosphère ou en dessous de la lithosphère,
doit impérativement y rester. C'est ce que tu dis dans le film, c'est ce que disent les scientifiques, c'est parfaitement clair. Donc, utiliser des ressources naturelles qui soient renouvelables à l'échelle du temps humain, et à condition de ne pas le faire n'importe comment, on peut continuer d'envisager de participer à ce cycle naturel-là. Paul, quand tu as des mauvaises nouvelles, ce qu'une des personnes dans le public a appelé des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire on parlait peut-être de la reprise de la chasse à la baleine à des moments, etc. Puisqu'il y a des victoires, mais il y a aussi des défaites, comment est-ce que tu tiens le coup? Comment est-ce que tu te remets en selle chaque jour et comment est-ce que tu fais en sorte de continuer à garder de l'énergie? When it comes to the issue of overwhelming odds and tackling seemingly impossible problems, you know, many years ago I learned a lesson. I served as a medic with the American Indian movement during the occupation of Wounded Knee in South Dakota. And we were surrounded by, 2,000 U.S. federal troops, and there was only a few hundred Indian people that were, holding the ground. And I said to Russell Means, or I asked him, he was in charge, the leader there, I said, we don't have a chance of winning. We're completely surrounded by all these people with guns and everything. So why are we here? And he said, we don't do what we do because we're going to focus on winning or losing. And we're not concerned about the odds against us. We do what we do because it's the only thing we can do. It's the right thing to do, and that's what we focus on. And what I found over the years is that it's remarkable how many times you can go into those situations with that kind of an attitude, knowing that the odds are overwhelming, and you actually win because you've had the audacity to challenge what they thought you couldn't challenge. I believe that the solution to impossible problems is simply in finding impossible solutions. And I think impossible solutions are simply solutions we haven't imagined or conceived of yet. An example, in 1972, the very idea that Nelson Mandela would become president of South Africa was unthinkable. It was impossible, and yet it happened. So I think that we can find solutions to these issues that confront us right now, as overwhelming as they might be, because it's really only through the harnessing of imagination, passion, through courage, that anything has ever been achieved, and it's the only way we will ever achieve anything. Rob, je voyais que tu applaudissais, que tu acquiesçais à ce que disait Paul, et ça me rappelle une conversation qu'on a eue à propos justement de la COP21 et de la manière dont les transitionneurs, les membres de votre réseau, qui tous les jours œuvrent pour la transition dans leur périmètre, leur quartier, leur ville, etc. Quel est leur ressenti par rapport à la COP21 ? Quel est le tien ? Comment réagissent-ils si jamais cette COP21 n'aboutit sur rien, ou bien si c'est un succès? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Well, I've been here in Paris since Saturday, and I go home tomorrow. And I spent some time out at Le Bourget in the climate talks. I also went to the Grand Palais yesterday for the COP21 Solutions event. Don't go, there are no solutions there at all. I don't know if you have a Trades Descriptions Act in France, but if you do, you should prosecute them under that legislation. My sense with COP21 is, ideally what we would like from COP21 is a binding agreement that is a 1.5 degree agreement, which is legally binding and is reviewed every 5 years. We don't know yet whether we will get such a thing. I think it's relatively unlikely. But for me, the point is, if they decide that, if they don't decide that, does that change the fact that every day of my life I dedicate to this work of transition? It makes no difference whatsoever.
Absolutely no difference, because this is the work that needs to be done now. And people who are doing transition in so many places, and all the other great work that's happening, that everybody is doing to make this world a better place, carries on regardless, because as you say, it's the right thing to do. It's the only thing to do at this time. And seeing what was presented at Grand Palais as solutions, the solutions are here. You have the solutions. And you have the power to make those things happen. And we can sometimes all too easily give away our power as to whether things will happen to the agreement that they sign. The thing that struck me most was about 3 days into COP21 in the Daily Telegraph, one of the most right-wing conservative newspapers in Britain. They wrote an article and they said, whatever they decide at COP21, a low-carbon economy is now inevitable. A new industrial revolution based around low-carbon technology is inevitable. For years, I've been involved in the environmental movement since I was 14. And we've always said, what would the tipping point look like? I think the tipping point is behind us now. And that's something that we really should celebrate, because that's the result of work, so many people's work for so many years. Our work now is to design what comes next, is to put in place the systems and start to create that, really. And can I do Paul voudrait rajouter Rob et Paul après. Okay, I just wanted to answer the question about families as well, if I may, and the one about children. So as I said, I'm a father. My youngest is 13, and my eldest now is 22. And my experience is that the worst thing to do is to be constantly telling our children about climate change. It's the worst thing we could do. As parents, I think it's so important to let our children be children. Yeah, we can present them with all of this stuff. It's too much. For me, as a parent, what I've always tried to do is that my children grow up in a house where food is grown. They grow up in a house where meals are cooked every day with fresh food. They are in a house where people are respectful to each other, where people speak kindly to each other. They grow up in a house where people tell each other that they love each other on a regular basis, where we work with each other and help each other. That's the most important thing we can do. And in terms of if we have members of our family who think that we're mad because we believe in climate change, or because we recycle, or because we grow herbs in the window box in our apartment, it doesn't matter. I remember when I was 14, I became we talked about vegetarian. I became vegetarian when I was 14 and have been vegetarian ever since. And the first year I became vegetarian, I did the classic thing of going around saying to everybody, oh, well, to my family, well, you know where your sausage came from, and oh, do you know how many pigs it killed every year? It didn't make them vegetarian. It just pissed them all off. You know, so actually, our family are our family. The most important thing we can do with our family is love our family, be part of our family. If you live by your example, and they can see that you're happy, and they can see that you're doing well, that's how you reach your family. But actually, when you start to live like that, you will touch and inspire people far beyond your family as well. So living with a good heart, practicing with a good heart, working hard for this, that feels like the best thing. But with our children, we need to love them and let them be children and nurture them, I think. The most positive thing about COP21 has already happened, and that is that it's focused worldwide attention on the issue, and it has given credibility to the issue that 169 countries have come together to talk about it, and that's what they're talking about this week. So I think that is what we can really expect from COP21 as a positive result. Will they come to any agreement?
you know, when have they ever come to any agreement on anything? You know, I attended the Rio conference on the environment in '92. I attended the conference on the environment in Stockholm in '72. Nothing happened then, and I don't expect anything to happen here because politicians don't change things. You know, they just play games, you know, and have photo opportunities and things like that. But you know, change comes from us, and that's where the change is in fact happening. And just to give you an example of how this works, back in the early part of the 20th century, women stood up in the United States and other places, but in the United States, they stood up to get the vote. They were beaten, they were jailed, they were persecuted, they were humiliated, and the person who was actually in the forefront in opposition was President Woodrow Wilson. He was the man who was totally opposed to them getting the vote, but they won. Despite the government, they won. And who signed the bill, the amendment? Who signed the amendment giving them the right to vote? President Woodrow Wilson. Today, history knows President Woodrow Wilson is the man who gave women the right to vote in the United States. The very man who opposed them, and we have forgotten the warriors, those women warriors who made it possible, who achieved the impossible. They did it, and what do the politicians just take credit for it after the fact? But they are the real warriors, and they won. They won against impossible odds. Lamia, qu'est-ce que, toi qui es certainement, peut-être avec moi, la plus jeune sur ce plateau, qu'est-ce que tu fais quand tu as un coup de mou? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves chaque jour pour faire ce que tu fais? Est-ce que tu te sens parfois désespéré de voir que les choses n'avancent pas aussi vite qu'elles pourraient? Est-ce que, de la même façon, tu te sens relié à la politique et au fait qu'il faudrait contraindre des responsables politiques à prendre des décisions, ou est-ce que, comme ce qu'on vient d'entendre, tu as l'impression que le changement vient essentiellement de nous et qu'il est culturel et que les politiques finalement suivront le mouvement si nous, on encourage ce mouvement? Alors, je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre. Et puis en plus, je voulais réagir aussi à la question sur la famille, parce que ça me parle beaucoup. Mais pour commencer sur les politiques, un homme politique, c'est quelqu'un qui a une ambition politique, électoraliste, et les échéances électorales, elles sont à très court terme. Or, nous, on est dans une logique à long terme, des enjeux à long terme, et donc ce qu'on demande à des gens qui ont des ambitions personnelles politiques, c'est de prendre des risques et des décisions qui ne vont pas forcément servir leur intérêt personnel, pour des avantages, des intérêts dont ils ne bénéficieront pas eux-mêmes. Eux, leur objectif, c'est de se faire réélire aux prochaines élections. S'ils prennent des décisions coercitives qui sont impopulaires, ils perdent les votes. Or, c'est quand même leur priorité absolue pour l'immense majorité d'entre eux. Donc, si on veut qu'ils prennent ces décisions, c'est parce que dans leur esprit de politiciens, ça sert leur intérêt et leur carrière politique. Et donc, il y a une très bonne phrase de Coluche, je crois, qui disait « Le jour où les arbres voteront, nous aurons des politiques écolos ». Et on peut dire la même chose pour les poissons. Donc, c'est vraiment de nous que ça viendra, évidemment. Évidemment, en fait, c'est nous qui dirigeons, puisque c'est nous qui, enfin, sur le papier en tout cas, qui plaçons les dirigeants. Donc voilà, pour ça. Sur la question de la famille, c'est vrai que souvent c'est compliqué. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout sensibilisée à ces questions-là. J'ai grandi avec des gens qui ne l'étaient pas non plus, en banlieue parisienne, complètement déconnectés de la mer et même des animaux. Et enfin, dans la cour au collège ou au lycée, j'étais la Brigitte Bardot de service et enfin. Tout le temps, jusqu'à ce que j'embarque sur les bateaux de Sea Shepherd, où pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui étaient encore plus radicaux que moi. Et ça m'a fait du bien. Mais j'avais tendance à être extrêmement agressive dans la défense de mes convictions. Et c'était assez contre-productif, ça je m'en suis rendu compte avec le temps. Et je pense qu'effectivement quand on est nouvellement écolo, nouvellement végétarien, ou qu'on vient d'acquérir qu'on a une prise de conscience, que c'est un peu comme un choc électrique, on a tendance à
être au taquet et à ne pas supporter qu'en face, surtout les gens qu'on aime et les gens qui nous sont proches, ne le comprennent pas. Et donc, on a tendance à être agressif là-dessus. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins et je pense être finalement plus efficace parce que je ne fais pas une obsession du fait de convaincre l'autre. Moi, je suis convaincue, j'ai mes arguments, j'ai eu le temps de les réfléchir. Je sais pourquoi je suis devenue végétarienne. J'avais fait plusieurs tentatives parce que j'avais vu des... J'ai des tentatives parce que vraiment j'ai fait des rechutes. Pour moi, la viande, c'est une addiction. C'est comme une drogue. Hein. On aime le goût, on y est habitué depuis tout petit. J'avais beau aimer les animaux, je me sentais accro à ce truc-là. Et en voyant des images d'abattoirs, j'avais fait quelques semaines, j'avais réussi à tenir quelques mois sans en manger. Puis avec les amis, les barbecues, j'avais rechuté. Ouais. Et puis la mémoire est sélective aussi. On a tendance à vouloir se protéger. Donc, et comme tout est fait pour que finalement vous soyez complètement déconnecté, quand on vous ramène un steak dans votre assiette, il n'y a pas plus d'émotion ou de sensibilité ou de respect que si c'est une feuille de salade. C'est exactement la même chose. La viande sous cellophane, ça n'a jamais été un être vivant. C'est difficile de faire le lien. Et donc voilà, donc j'avais oublié tout ça, et c'est en écoutant une conférence du docteur Tom Reagan, c'est un docteur américain, qui avait juste exposé certains arguments et qui nous obligeait en fait à nous poser des questions, que je m'étais posé les questions et que les réponses m'avaient... en fait, ça avait été une énorme claque dans la figure où je m'étais sentie d'un seul coup extrêmement hypocrite. Comment, sachant tout ça, comment ayant fait ce raisonnement-là, je peux continuer à manger de la viande tout en prétendant aimer les animaux. Je sais ce qu'ils endurent. Je sais que la plupart de la viande qu'on mange, c'est des animaux pour qui le jour de la mise à mort a été la libération après des années d'agonie. Donc je me suis dit à ce moment-là, voilà, tu es hypocrite, en fait, tu n'es pas la personne que toi-même que tu crois être. Et ça a été insupportable pour moi. Donc je dis, soit j'arrête de manger de la viande, et très bien, ça va. Soit je continue à manger de la viande et dans ce cas-là, je la ferme et j'arrête enfin, voilà, je suis quelqu'un d'autre en fait. Donc à partir de là, par contre, il y a eu un vrai déclic. Et je parle de ça parce que quand j'ai rencontré certains militants qui étaient plus radicaux que moi, ils ont été extrêmement agressifs vis-à-vis de moi justement parce que je mangeais de la viande. Et c'est vrai que c'est hyper contre-productif. Et j'ai été pendant un certain temps dans la peau de l'omnivore qui se fait agresser par des végétariens parce qu'elle mange des animaux. Aujourd'hui, je suis plus souvent dans la peau de la végétarienne qui se fait agresser par des omnivores parce qu'il y a des omnivores qui le vivent très mal en fait quand ils côtoient des végétariens. Parce que je pense que ça renvoie aussi à une certaine culpabilité. Aujourd'hui, la viande qu'on mange, on sait quand même d'où elle vient. Même si on a envie de l'oublier, on le sait. Donc ça renvoie à beaucoup de culpabilité, je pense. Et du coup, ça donne des gens qui sont un peu agressifs, un peu sur la défensive. Donc ça, c'est du côté végétarien et du côté omnivore. On peut retrouver ce travers-là des deux côtés. Et pour ce qui est de la question justement d'avancer et d'essayer d'ouvrir les consciences et d'échanger de manière productive, pour moi, les missions qu'on a fait avec Sea Shepherd aux îles Féroé, elles ont été extrêmement instructives là-dessus. Et je pense que j'aurais pas été aussi efficace là-bas si j'y avais été à l'époque où j'étais encore très agressif, parce que là-bas, j'ai eu affaire à des gens qui massacrent des dauphins. Donc c'est le plus grand massacre de mammifères marins en Europe, qui massacrent des dauphins donc par tradition, des familles entières, dans des conditions atroces. Et c'est une campagne qui me tient extrêmement à cœur, sur laquelle j'ai fait pas mal de cauchemars quand j'avais commencé à travailler dessus en 2010. Et les dernières missions que j'ai faites là-bas, j'ai pu échanger avec des centaines d'entre eux et vraiment argumenter de façon constructive parce que j'ai essayé de laisser tomber l'agressivité pour qu'eux ne soient pas sur la défensive et qu'on puisse débattre du fond. Parce que la plupart du temps, en fait, quand ils se sentent agressés, donc on les traite de psychopathes. Ce qu'ils ont tendance à faire, c'est nous renvoyer à nous ce qu'on peut faire en Europe avec l'industrie de l'élevage, la façon dont on traite les animaux. Tout de suite, ils nous renvoyaient le foie gras à la figure.
Donc moi, je leur disais que de toute façon, j'étais contre le foie gras et que s'ils voulaient venir lutter contre le foie gras en France, ils étaient les bienvenus. Mais voilà, en fait, on n'allait jamais vraiment dans le cœur du débat parce que, comme ils se sentaient agressés, ils se contentaient de nous renvoyer des arguments. Évidemment, l'industrie de la viande en Europe, elle est catastrophique. Mais c'était pas le sujet. Sea Shepherd, c'est une ONG de défense de l'océan et nous, on parlait de mammifères marins qui sont massacrés par tradition. Et donc, à chaque fois, on tournait autour du pot. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sans les agresser, mais en essayant de comprendre, en disant « Ok, très bien, depuis tout petit, depuis bébé, on vous dit que c'est normal. » Sur les plages, quand ils massacrent les dauphins, les gamins sont là et ils voient ça vraiment depuis tout petit. C'est comme si nous, on faisait des sorties scolaires dans les abattoirs. Et on leur dit que s'ils sont vivants aujourd'hui, c'est parce que les générations qui les ont précédés ont pu manger des dauphins, etc., etc. Et que ça fait partie intégrante de leur culture. Donc c'est difficile, en fait, quand on aime à ce point les dauphins, quand on cauchemarde en pensant au fait qu'ils meurent dans ces conditions-là, de discuter de manière sereine pour vraiment aller au fond du sujet. Et ça, c'est ce truc-là, je l'ai retrouvé dans certains de mes débats avec des omnivores sur le sujet de la consommation de viande. Parce qu'en fait, le point commun, c'est qu'on a tous des justifications. Donc eux avaient des justifications qui ne tenaient pas du tout la route, mais pas plus que ne tient la route des omnivores qui mangent de la viande tous les jours, sachant qu'elle vient de l'industrie. Et donc voilà, je me suis rendu compte que j'ai réussi à établir un vrai échange avec bon nombre d'entre eux, parce qu'ils ont arrêté d'être sur la défensive et ils ont commencé à vraiment se poser des questions, parce que je ne les jugeais pas. Et j'ai eu énormément d'aide de la part de Féringiens, y compris de Féringiens qui tuaient des dauphins, qui m'ont en fait aidé à en sauver. Parce qu'ils ont été capables de vraiment réfléchir sur le bien fondé de continuer à faire ça, parce qu'ils ne se sentaient plus agressés. Mais ça, on y arrive, enfin moi en tout cas j'y arrivais aussi, parce qu'en parallèle, j'avais une petite flotte de bateaux qui sortaient les dauphins des baies, et je savais qu'on arrivait à les sauver dans le même temps. C'est vrai que c'est difficile de parler de manière sereine quand on sait qu'à côté ils sont en train de... Et ça, c'est le pouvoir de l'action aussi. Quand on est actif, quand on agit, on est plus serein et du coup plus réfléchi, et on arrive à débattre de manière plus productive. Et quand on est très engagé comme nous, on est souvent confronté au cynisme des gens qui le sont moins ou qui sont moins sensibles. Et ça m'amène pour finir, pour répondre à la question sur les baleines. C'est arrivé qu'on nous dise finalement de manière très cynique, ok, très bien, bon, si les baleines meurent, c'est triste, mais au final, qu'est-ce que ça va changer à ma vie ? Alors déjà, d'une part, je pense que si on ne se rend pas compte que ça va changer quelque chose, déjà sans connaître le rôle fonctionnel, écologique, essentiel, vital des baleines dans l'océan et le lien entre la vie de l'océan, la survie de l'océan et la nôtre, sans connaître tout ça, déjà d'un point de vue vivant, onirique, c'est ne pas percevoir à quel point des animaux charismatiques comme les baleines peuvent enchanter le monde, c'est qu'on est déjà un petit peu, je pense, un petit peu mort à l'intérieur. Enfin, c'est aussi pour ça que sauver les baleines, c'est tellement essentiel. Parce que si on n'arrive pas à sauver des animaux qui sont aussi charismatiques que les baleines, ça va être très compliqué de sauver les requins, qui ont une réputation de mangeurs d'hommes, sauver les thons, qui sont des animaux magnifiques, mais dont tout le monde se fout éperdument, ou de sauver les concombres de mer. Donc vraiment, sauver les baleines, c'est le point de départ indispensable. Et aujourd'hui, en 2015, elles continuent à se faire harponner au harpon explosif. Et la flotte baleinière japonaise, effectivement, a mis le cap vers le sanctuaire baleinier antarctique il y a quelques jours pour aller tuer son quota auto-attribué de 333 baleines dans un sanctuaire baleinier en violation d'un moratoire international sur le commerce de viande de baleine, sans qu'aucun pays n'estime justifié d'envoyer le moindre bateau, parce qu'il suffirait que la France envoie un bateau de la marine, par exemple, ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, nous ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Déjà, réussir à faire passer le message à ceux qui décident en haut, que pour nous, c'est important. Que nous, nos impôts, on serait bien contents qu'ils servent à défendre les baleines, nous, on a envie que nos enfants y voient des baleines et que notre destin est lié à ça. Vous avez des outils à ça, auxquels on peut participer, nous ? Je ne sais pas si c'est des outils de pétition, de mobilisation ou de...
Ça peut être une idée, éventuellement, de faire une pétition pour que la France envoie un bateau de la marine pour protéger le sanctuaire. Ça peut être une idée. Le problème, c'est qu'on va être confronté à des intérêts économiques qui sont colossaux, parce que le Japon, c'est la 3e puissance économique mondiale, et qu'à moins qu'on ait une pétition de plusieurs millions de signatures, elle ne fera pas le poids face aux accords économiques qui existent entre la France et le Japon. Et ça ne vient pas de la marine, parce que nous, on a fait une conférence récemment avec l'état-major de la marine, qui lui-même le dit, la France est le 2e territoire maritime au monde, après les États-Unis. Donc c'est 11 millions de kilomètres carrés, et on vient d'acquérir 550 000 kilomètres carrés supplémentaires, donc c'est la superficie de la métropole. C'est énorme en termes de responsabilité en point de vue biodiversité marine. Normalement, on devrait être à l'avant-garde de la défense de l'océan. C'est incroyable la responsabilité qu'on a. Et pourtant, on est très très loin d'être à la mesure des enjeux. Et ça devrait être une priorité de notre marine, mais vraiment. Et ce n'est pas le cas. Mais à la décharge de la marine est au service et aux ordres du politique. Donc si les ordres ne viennent pas d'en haut, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est vrai que c'est à nous, finalement, de faire passer le message aux politiques qui sont là-haut, qui ne sont pas propriétaires ni dépositaires de la marine, de nos moyens et encore moins des océans. À nous de leur faire passer le message, qu'ils se bougent le cul et qu'ils fassent de ça leur priorité parce que c'est la nôtre. Merci, Jamie. Voilà. Emmanuel, tu voulais ajouter juste quelque chose par rapport à... Oui, par rapport à ce que tu dis, je crois qu'on est confrontés, les uns et les autres ici, et vous probablement aussi très régulièrement, à ce qui est conventionnel, à ce qui est... donc par exemple, le consumérisme est quelque chose qui est maintenant, qui est insidieux, qui est pernicieux, qui est rentré depuis une trentaine d'années, pas beaucoup plus, mais qui est rentré petit à petit comme ça dans nos habitudes. Et donc, il faut qu'on arrive à se questionner. Et là, les coups de blues, quand ils surviennent, quand on va à contre-courant, moi, je ne me souviens pas d'avoir jamais été dans le courant. Donc, je n'ai pas de difficulté à être à contre-courant. C'est plutôt le contraire. C'est qu'en fait, je ne me rends pas compte que je suis vraiment jamais d'accord, quoi. Donc, forcément, ça simplifie beaucoup les choses. Mais il y a quand même des coups de blues. Et là, moi, c'est les collègues, en fait. Avec les collègues, il y a des fois, effectivement, on se prend une difficulté. Parce qu'on reçoit pas mal de monde chez Pocheco, et quelquefois, il y a des clubs d'entrepreneurs qui viennent nous voir. Bon, c'est dur, hein. Ils sont pas faciles, tu veux dire. Non, ils sont pas faciles, parce que... Ils sont vraiment dans des raisonnements et on a l'impression que c'est ça qui est juste et que rien ne bougera jamais et que jamais la question ne se pose vraiment sur comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et donc tu as la catégorie de ceux qui freinent, une espèce de, tu vois, comment dire, d'inertie extrêmement dont tu te dis mais elle est incontournable. Et puis alors tu as carrément ceux qui, au contraire, revendiquent carrément que c'est pas un problème, que le sujet de la destruction créatrice, dans le fond, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ce que disait Margaret Thatcher dans les années 80, il n'y a pas d'alternative. Mais moi, je crois que si. Je crois qu'il y a des alternatives. Et ce qui se passe, c'est que ça vient de rencontres comme celle-là. Je voulais te remercier. Je voulais remercier Lionel. Je voulais vous remercier, vous aussi, qui venez de plus loin. Et je voulais vous remercier là. Et je voulais remercier aussi Jean-Paul Capitani et Françoise Nissen d'Actes Sud. Et Actes Sud et La Villette qui sont vraiment... Parce que c'est hyper gentil de nous remercier tous les deux. Mais en fait, c'est réellement Actes Sud et la Villette qui vous ont invité, qui ont organisé cette soirée. Je pense qu'on peut les remercier chaleureusement. Françoise et Jean-Paul, que je connais mieux que La Villette. Françoise et Jean-Paul, ils font un travail énorme, précisément de résistance au quotidien. Et donc, pour terminer, moi j'aurais envie de vous dire ce que vous savez déjà, lisez des livres. Juste pour terminer, toi tu voulais dire quelque chose, Rob, là? Yeah, if I could. Sure. There were just two questions that I wanted to come back on quickly that we didn't come to. So one of them was about the money and how do you print the money?
And it is entirely a coincidence that myself and my friend here who runs a printing business are sitting on the same stage. One of the key things that determines the success of schemes like this is that the money feels like money. Yeah. So if you look at the ones that we have here, they are all printed on the same paper as banknotes, and they have as many security features as conventional money has, because these schemes only work because people trust them. And because it feels like money. And so actually to spend the time to produce something really, really beautiful, it's a really lovely project for a designer to be asked to design the currency for the place where he lives or she lives. Who do you put on it? What stories do you choose to tell? How do you choose to celebrate the history of the town? This is on the Bristol Pound. They commemorate an event that isn't really commemorated anywhere else in the city's history, which is when the Bristol Bus Company announced that it wouldn't employ any black people in the 1960s. And so all the black and non-white people in the city boycotted the buses for 3 or 4 years until the company caved in and changed its policy. That's the story that they celebrate on their note. Where you live, what stories would you celebrate on your notes? The other question I just wanted to come back to was the one about despair and sadness. And I think one of the things that the transition movement is very, very good on is how we support each other as activists through those times, because we are all human and we all have those moments. And one thing that we really stress in transition is that the being is as important as the doing. That how we do a task is as important as the task itself. That the way that your group works together, the relationships that create a project, are as important as that project. So there are a number of things that we've found really useful. So designing into your group that is doing a project, appreciation is really important. In every meeting, making space to say, for people just to be able to say, I really appreciated how you did that. I really appreciated how we worked as a group to do that, is one thing that's really important. Another thing is maybe you might start your meetings with what we call a check-in. So rather than just sitting with an agenda and saying, right, everybody here, item 1, blah, 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 that maybe you start and say, you go round, how are you? You spend just a couple of minutes, how are you? Then you meet as friends who care about each other, rather than meeting as if you were business colleagues. And also celebration. As activists, as people doing things like this, how often do we stop and celebrate? We finish a project and we go straight on to the next one. And we finish that. Oh, and there's no time to celebrate. We go straight on to the next one. We should stop and we should celebrate and we should pat each other on the back and say, fantastic. And we can do that in every meeting that we have. We can say, at the end of the meeting, make some space to say, how was this meeting? Could we make it better next time? So for me, and one last thing I would say is that one of the things that we do in Totnes, which is really wonderful and has really helped to reduce burnout among the activists. I mean, as Cyril will know, having been to Totnes, we are the town in England that has more psychotherapists per square foot than anywhere else in the UK. And so we set them a challenge and we said, how can you support this process? So when something terrible happens, we give people post-trauma counselling. Well, what does pre-transition counselling look like? So all of us who work in the centre of transition in my town, if we want to, we can get free support, free mentoring, somebody we can go to and talk through the issues that are, the things we're distressed about, why we feel distressed about it. It's wonderful.
It makes such a difference. And it may feel like a luxury as activists. We may feel that's a luxury. It's not a luxury. It's an absolute necessity. Because if you are burnt out, if you are exhausted, you are no use to anybody. And you do your family a disservice, you do the people around you a disservice. So actually, as activists, we need to be healthy, we need to be happy, we need to be strong, we need our family to be happy and not exhausted. And that's, paying attention to that is really important if we want to sustain this revolution. Thank you. Ça a été difficile de faire une meilleure conclusion que celle-là. Merci Rob. Vraiment, enfin, je pense que ce qui ressort de cette conversation qu'on a eue ce soir, c'est d'abord qu'on n'a pas besoin de demander la permission à quiconque pour agir, chacun chez nous, dans notre entreprise, dans notre manière de nous alimenter, dans notre ville, sur nos territoires. Et ce qui ressort aussi, en fait, c'est qu'on a eu une conversation entre des personnes qui interviennent dans des milieux qui sont complètement différents, les océans, le territoire, la ville, la transition, l'entreprise. Et pour autant, on a tous parlé de la même chose. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre nous qui est peut-être difficile à définir, mais qu'on est arrivé ici à donner, à exprimer. Et c'est aussi ce lien qu'on retrouve dans ton film, Cyril, Demain. Voilà, peut-être qu'on peut en parler un petit peu avant de se quitter. Non, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Il faut aller le voir, parce qu'il est sorti au cinéma mercredi. Et on va vous proposer de regarder juste la bande-annonce. Et ça va être une façon à la fois de se quitter et de faire le lien entre tout ce qu'on s'est dit. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain. L'idée de tout ça et ce qui nous rassemblait, je pense, ce soir, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de se raconter une nouvelle histoire. Et que cette nouvelle histoire-là, elle n'est pas à la COP21, elle n'est pas chez les gouvernements, que c'est une histoire que chacun d'entre nous peut mettre en pratique et peut avoir l'audace ou la liberté de démarrer dès demain. Je voudrais vraiment beaucoup encore remercier Karima de la Villette, Estelle d'Actes Sud, toutes les personnes qui ont participé à faire que ce moment existe. Vous dire que chacun des intervenants qui est là a au moins un livre ou même plusieurs qui sont à l'extérieur, que vous pouvez acheter, que vous pouvez vous faire dédicacer. Vous dire que vous pouvez aller voir demain au cinéma, que c'est sorti mercredi, que si vous y allez,
dès demain, dimanche, ça va beaucoup nous aider parce que, comme vous le savez, si on ne fait pas assez d'entrées la première semaine, la deuxième semaine, on a encore moins de copies et la troisième semaine, on a encore moins. Et le message sera accessible à de moins en moins de personnes. Et beaucoup remercier tous les intervenants, peut-être célébrer le fait qu'on a été tous ensemble, comme le proposait Rob tout à l'heure, en s'applaudissant très fort d'être impliqués dans cette transition. Merci infiniment à tous et une super bonne soirée. Merci.